Bonjour à tous, messieurs les modérateurs, chers collègues. Donc, faut-il utiliser les mêmes réglages pour tous les patients? Voici mes liens d'intérêt. Eh bien, si on s'intéresse à cette question, on peut se tourner vers les recommandations. On a les recommandations CADIGO qui datent de 2012, les recommandations communes de la SRLF et de la SFAR, qui couvrent à peu près tous les aspects pratiques de prescription. Et effectivement, il est légitime de se dire, utilise-t-on ces recommandations pour prescrire un protocole qu'on applique à tous les patients, ou est-ce qu'on peut individualiser chacun des aspects de la prescription? Eh bien, une prescription commence par savoir quand est-ce qu'on débute. Alors, 3 essais randomisés contrôlés récents se sont intéressés à cette question. L'essai allemand ELIN, qui est un essai monocentrique sur une population exclusivement chirurgicale, avec un profil de patient en général un recours à l'épuration dans un contexte de balance hydrosodée fortement positive, et qui montrait un bénéfice au recours de la dialyse précoce en termes de mortalité. À l'inverse, 2 essais français multicentriques, l'essai Akiki et l'essai Ideal ICU, qui avaient des hypothèses différentes mais finalement des conclusions relativement similaires chez des patients plutôt médicaux, n'ont pas démontré de bénéfice à l'utilisation d'une stratégie de recours précoce à l'épuration extrarénale. Néanmoins, on peut se poser la question de savoir si certains groupes de patients, comme par exemple les patients les plus graves ou les patients septiques ou les patients en syndrome de détresse respiratoire aiguë pourraient bénéficier d'un recours un petit peu plus précoce. Et bien là, vous avez une étude qui est une analyse post-hoc de l'essai randomisé Akiki et qui montre qu'a priori non, quand vous regardez en sous-groupe en termes de gravité, que vous utilisiez le SOFA ou le SAPS-3, ou chez les patients septiques ou chez les patients en SDRA, il ne semble pas y avoir de signal favorisant un recours précoce à l'épuration extrarénale. Et non seulement il n'y a pas de preuve de bénéfice, mais il y a peut-être un effet indésirable à y aller précocement, en tout cas chez les patients septiques ou chez les patients en SDRA, où il y avait une tendance à avoir une reprise retardée de la diurèse lorsque les patients avaient été randomisés dans le bras recours à l'épuration extrarénale précoce. Quid chez l'insuffisance rénale chronique? C'est intéressant de se poser la question parce que si vous regardez l'étude épidémiologique internationale à Cailles-et-Pied, vous verrez que un patient sur 4 qui développe une insuffisance rénale aiguë en réanimation a en fait une insuffisance rénale chronique sous-jacente. Et bien là encore, il s'agit d'une analyse post-hoc de l'essai Akiki. Et là, pour le coup, il semble que dans ce sous-groupe de patients, lorsqu'ils étaient randomisés dans le bras à dialyse précoce, eh bien, il y avait un signal négatif avec une surmortalité. Donc probablement que dans ce sous-groupe de patients ne bénéficie pas non plus d'un recours à l'épuration précoce. A l'inverse, ici, vous avez la publication récente de la cohorte de l'étude ELIN. Donc, je vous rappelle l'étude allemande des patients chirurgicaux qui semblait démontrer qui avait retrouvé un signal précoce favorable en termes de réduction de mortalité sur le bras à dialyse plutôt précoce. Et bien, ce signal semble persister à 1 an, puisque vous voyez que les patients randomisés dans le bras précoce, la mortalité était moindre, la dysfonction rénale persistante était moindre et l'incidence des critères MEC, qui est un critère combiné de mortalité dialyse et dysfonction rénale persistante, l'incidence était également diminuée chez les patients dialysés au stade 2 de la classification CADIGO. Alors, est-ce que, en termes d'individualisation, est-ce qu'un test de stress au furosémide pourrait peut-être aider à classer les patients où on hésite à débuter ou ne pas débuter une dialyse? En tout cas, voici une étude de faisabilité qui a été publiée l'année dernière. Donc, en pratique, des patients avec une insuffisance rénale aiguë en réanimation ont fait un test de stress au furosémide, c'est-à-dire une injection d'1 mg kilo intraveineux ou 1,5 mg kilo lorsque les patients étaient exposés aux diurétiques. On recueille la diurèse des 2 heures qui suivent le test. Moins de 200 ml classés non répondeurs, plus de 200 ml classés répondeurs. Je vais vous présenter 2 résultats de cette étude. Lorsqu'en tout cas on fait le test, il y avait là 70% à peu près des patients qui étaient non répondeurs. Et puis vous voyez que ces patients non répondeurs, 86% d'entre eux étaient finalement dialysés, là où les patients répondeurs, le recours à l'épuration extra-rénale était bien moindre. Alors il s'agit, on va dire, d'une étude pilote de faisabilité et bien sûr les résultats doivent être confirmés pour savoir si en pratique clinique on utilisera plus tard ou pas ce test.
Autre circonstance, et si on en croit les enquêtes, on va dire, d'opinion des réanimateurs, c'est décider d'aller épurer un malade parce qu'on a une surcharge hydrosodée qu'on va considérer comme étant problématique et ou réfractaire à l'utilisation des diurétiques. Alors, voici une étude de cohorte qui montre ce qu'on connaît tous, c'est que les bilans entrée-sortie de nos patients sont la plupart du temps positifs. Et si vous regardez l'histogramme du bas, vous voyez le pourcentage de patients chez qui une stratégie visant à activement entraîner de la déplétion et négativer la balance hydrosodée a été pratiquée en utilisant soit des diurétiques, soit l'épuration extra-rénale. Et dans cette étude, avec les limites d'une cohorte, bien entendu, dans l'analyse multivariée, avec un critère de jugement sur la mortalité à J30, si vous preniez comme référence les patients ayant un bilan entrée-sortie positif à J3, et bien, si vous comparez à ceux pour lesquels le bilan était spontanément négatif, il y avait un gain en termes de mortalité. Et un troisième groupe qui était un bilan entrée-sortie négatif, mais on va dire forcé, c'est-à-dire fait à l'aide de diurétiques ou d'épuration extra-rénale, eh bien, ça semblait entraîner un bénéfice en termes de mortalité. Et donc, pour essayer de répondre à cette question, savoir y a-t-il un bénéfice dans un certain nombre de cas à initier pour de la surcharge, c'est cette étude de faisabilité qui a été publiée l'année dernière. Vous voyez, on prend des patients à risque élevé ou intermédiaire d'insuffisance rénale aiguë qui ont une prise de poids définie par plus 10% de poids idéal théorique et ils sont randomisés soit dans le bras standard, soit dans le bras balance négative forcée où l'objectif c'était 1 ml/kg/h de déplétion jusqu'à obtenir une balance hydrosodée cumulée qui ne dépassait pas 1 litre. Le critère de jugement principal c'était cette balance cumulée à J5. Eh bien, je vous montre le diagramme de flux. L'étude a été interrompue au bout de 20 mois parce que vous voyez que sur 1 millier de patients screenés, ils ont réussi à en randomiser que 23. Et donc, cette étude de faisabilité a montré qu'en tout cas, en utilisant ce schéma d'étude, ce n'était pas faisable. Et donc, pour cette question, à mon sens, on n'a pas encore vraiment la réponse. Et ce que l'étude montre aussi, c'est que c'est probablement difficile de monter un essai randomisé pour démontrer le bénéfice dans cette indication. Alors passons maintenant à la dose. La dose de dialyse, c'est la question des années 2000-2010 pour l'épuration extra-rénale. Et si on prend cette méta-analyse récente, vous savez que le rationnel était, on pensait peut-être qu'une dose augmentée de dialyse était bénéfique pour le patient. Que vous preniez comme critère la mortalité en réanimation, à l'hôpital, à 3 mois, les durées de séjour, il n'y a aucun signal en faveur d'un bénéfice à monter la dose de dialyse, y compris dans certains sous-groupes, comme par exemple les patients septiques. Néanmoins, cette étude a pointé, on va dire, le doigt sur un groupe de patients où peut-être il y aurait un intérêt. C'est les patients qui développent une insuffisance rénale aiguë dans le contexte d'avoir une insuffisance hépatique associée. Donc c'est une étude de cohorte et qui montrait une association entre un taux d'ammoniémie élevé et la mortalité, l'efficacité des techniques, d'ailleurs surtout continues, pour diminuer l'ammoniémie, et peut-être un signal sur le recours aux techniques continues dans l'objectif de baisser l'ammoniémie, et en tout cas dans cette étude et dans leur modèle sur la mortalité, il semblait que le recours aux techniques continues pour baisser l'ammoniémie était favorable, ouvrant peut-être la porte à ce que plus de doses pour plus d'épuration, peut-être c'est intéressant. En fait, a priori non. La même année a été publiée cette étude post-hoc de l'essai rénal, s'intéressant là donc au sous-groupe des patients ayant une dysfonction hépatique qui était définie soit par le score SOFA hépatique, soit par la dysfonction hépatique classée par la page 3 ou chez les greffés. Et vous voyez que la majoration de la dose de dialyse chez ces patients en dysfonction hépatique, aucun signal en termes de bénéfice sur la mortalité. Et puis non seulement il n'y a pas de bénéfice prouvé, mais peut-être par contre un effet indésirable, comme vous le voyez dans cette autre méta-analyse qui retrouvait exactement les mêmes résultats, mais qui montrait en plus que les patients qui sont randomisés qui étaient randomisés dans des bras dose de dialyse élevée, eh bien finalement restaient dépendants de l'épuration extra-rénale plus longtemps que les patients ayant une dose standard. Alors, quittons la dose et passons à la membrane. Alors, l'idée de cette étude partait du constat de l'étude négative d'essai de monter la dose de dialyse chez les patients septiques dans l'idée d'épurer les cytokines.
Et l'hypothèse des auteurs était de dire, eh bien, peut-être que ces études étaient négatives parce qu'on utilisait des membranes standards, à point de coupure standard, c'est-à-dire en général à 30 kDa, et que beaucoup de cytokines ont des poids moléculaires qui sont situés entre 30 et 60 kDa, et donc étaient peut-être imparfaitement épurés, et donc on forçait la dose, mais avec un filtre qui finalement les épurait pas de façon optimale. Donc là, ils ont testé l'inverse, c'est-à-dire dose standard, mais randomiser les patients, soit membrane standard, point de coupure à 30 kDa, soit membrane à point de coupure élevé à 100 kDa. C'était chez des patients choqués, et donc l'idée était, pareil, contrôle plus rapide du choc. Et donc le critère de jugement principal de cette étude était la durée du traitement sous noradrénaline. Il n'y avait aucun signal positif en faveur des hauts points de coupure, pas plus que sur la dose maximale de noradrénaline. Et puis un critère qui était plus un critère de sécurité, parce que le problème du point de coupure élevé, c'est que vous éliminez beaucoup de choses, mais y compris des antibiotiques, de l'albumine, etc. Mais en fait, dans cette étude, par contre, l'utilisation d'une membrane à point de coupure élevé ne semblait pas entraîner d'hypoalbuminémie problématique. Autre circonstance où peut-être l'individualisation d'une membrane pourrait être intéressante, c'est les patients qui arrivent avec un myélome et une insuffisance rénale aiguë en rapport avec une casse néphropathie. Alors là, vous avez l'essai MIR, qui est un essai multicentrique français, qui a randomisé, pareil, membrane standard, membrane à haut point de coupure. Ce qui a été montré, c'est qu'effectivement, quand on utilise un haut point de coupure, on épure plus vite les chaînes légères, donc intérêt théorique intéressant, puisque la concentration de ces chaînes légères est un déterminant majeur de la survenue de l'insuffisance rénale aiguë. Le critère de jugement principal de l'étude, c'était l'indépendance de la dialyse à 3 mois. Alors sur ce critère de jugement, l'étude est négative. Par contre, et comme vous le voyez sur le graphique, en fait, à 6 mois et à 1 an, la différence devenait significative. Il y a une autre étude multicentrique randomisée, à peu près exactement le même design, européenne, l'étude ELITE, et qui avait le même critère de jugement, et qui, sur le critère de jugement principal, n'a pas retrouvé non plus de différence entre l'utilisation d'une membrane standard et d'une membrane à haut point de coupure. Néanmoins, je vous demande de prendre ces résultats avec précaution. Ils n'ont été présentés qu'en abstract. L'étude n'est pas encore publiée. Alors, passons au débit sang. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à modifier le débit sanguin et à prescrire un débit sanguin plus élevé, moins élevé? Alors l'idée, notamment l'hypothèse des auteurs concernant si vous partez sur le choix surtout d'une technique continue, c'est qu'une technique continue, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit réellement continue, c'est-à-dire qu'il y ait le moins d'interruptions de traitement possible. Et en pratique clinique, un des principaux problèmes, c'est la coagulation du filtre, qui va vous obliger à changer le set, ce qui augmente la charge de travail, ce qui augmente le coût et ce qui diminue la dose de dialyse délivrée sur 24 heures. Donc là, l'idée, c'était qu'en augmentant un petit peu le débit sanguin, on diminue la fraction de filtration, donc on sollicite moins le filtre et peut-être on prolonge sa durée de vie. Patient d'insuffisance rénale aiguë, traité par technique continue, randomisé, 2 bras, réglage du débit sang 150 ml/min ou réglage du débit sang 250 ml/min, critère de jugement, la survie du filtre en heure. Aucune différence entre un réglage à 150 ml/min ou à 250 ml/min. En fait, dans leur analyse multivariée, ce qui influençait la durée de vie du filtre, eh bien, ce n'était donc pas le réglage du débit sang, ce n'était pas non plus les caractéristiques des patients, ni du cathéter, ni de la taille du cathéter, ni de la place du cathéter, mais le type d'anticoagulation choisi et les paramètres de coagulation, le taux de plaquettes et le TCA. Alors, pour terminer, je voulais vous montrer donc, cette étude publiée il y a 2 ans et qui démontre, on va dire, qui rapporte en tout cas l'intérêt peut-être d'utiliser un protocole. Vous voyez, donc là, c'est un protocole de service que je ne vais pas vous détailler, mais les indications de dialyse étaient classées en urgente, moins urgente, non urgente, et puis il y avait un certain nombre de paramètres sur l'équilibre acide-base, les électrolytes, la surcharge, etc., avec des cut-offs choisis par les auteurs. Et puis, en fonction de la situation et en fonction du nombre de cases que vous cochiez, l'algorithme recommandait d'initier la dialyse ou de ne pas initier la dialyse. Eh bien, ce que l'étude a rapporté, c'est que quand vous faites ce protocole-là, eh bien, lorsque les cliniciens adhèrent à l'algorithme proposé, ça se traduisait par une diminution de la mortalité chez les patients et principalement
pas tellement chez les patients les plus graves, dont la mortalité prédite était supérieure à 50%, mais chez les patients de gravité intermédiaire, où on hésite à ou pas initier une épuration extra-rénale, et bien finalement, utiliser un protocole permettait de diminuer la variabilité et peut-être d'améliorer le pronostic. En conclusion, je dirais, vous l'avez vu, il y a de nombreux aspects, de nombreux réglages de l'épuration extra-rénale qui sont personnalisables. Mais le bénéfice de la prescription individualisée n'est pas démontré. À mon sens, pas parce qu'il n'existe pas, mais probablement parce que les caractéristiques individuelles des patients l'emportent sur les caractéristiques des groupes ou même des sous-groupes de patients au sein desquels il persiste toujours une hétérogénéité importante. Le risque d'une personnalisation, c'est d'ajouter de la complexité à la prescription et de la grande variabilité pour un même patient d'un moment à l'autre et puis d'un patient par rapport à un autre patient. Et donc, mon dernier mot, mais qui sera très personnel, sera safety first, utiliser des protocoles.